C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno du groupe C23. Alain McKenna ici avec Pascal Forget qui, je sais pas toi, moi je suis fraîchement débarqué, pas tant que ça, mais des vacances quand même qui ont été pour nous assez intéressantes parce qu'on a pu décrocher totalement. Quand on est parti, dans mon cas, faire le tour du continent et je vais vous en parler plus tard, mais j'ai pu le faire grâce à un nouveau machin solaire. Écoute, ça a changé un peu pas ma vie, mais vraiment pendant 3 semaines, là, c'était un autre, je vais vous en parler tantôt, mais c'était fascinant comment ça a transformé la façon dont on se promène en vacances. Moi aussi, je vais parler d'un gadget qui pourrait transformer mes vacances, mais je l'ai reçu un peu trop tard. Je l'ai reçu après mes vacances. Moi, je vais le dire, c'est quoi, Alain? C'est une caméra d'action, la Osmo Action 4. C'est DJI qui fait ça, la compagnie qui fait des drones. Ils font aussi des caméras d'action. J'ai pu le laisser. J'aurais aimé ça me promener. Je suis allé à Québec. Moi, j'aurais pu me promener à Québec avec la petite caméra d'action. J'aurais eu du plaisir. Écoute, je suis content de te voir. Je suis plein de fébrilité depuis mon retour des vacances. Ça fait du bien. Et puis, on va commencer par se prendre un bon café. Un café Jura avec notre machine à café Jura E8 entièrement automatique. Tu appuies sur un bouton, tu as un café. J'impressionne mes invités à la maison, Alain. Veux-tu un cappuccino? Veux-tu un latte? Veux-tu? J'appuie sur le bouton. J'ai ça, je peux le contrôler avec mon application. Je peux prendre les commandes dans l'application, j'appuie devant la machine et je me connecte ici. C'est un affichage tactile qui est très simple à comprendre. Tu fais l'entretien une fois de temps en temps avec des petites capsules, super facile, ça te dit quoi mettre quand, et c'est super propre, super facile. La machine Jura E8, entièrement automatique, elle me procure toujours autant de plaisir et de délicieux café après presque 2 ans maintenant. Trop de plaisir. Moi, quand je prends un café avec la machine Jura, ça fait comme un feu d'artifice dans ma tête, Pascal. Alain, tu es en train de dire aux gens de nous regarder sur YouTube parce que tu mets des effets visuels on vit amusants. un moment fascinant en ce moment sur les réseaux sociaux, hein, avec Twitter qui devient X et Facebook qui décide que tout d'un coup, lui, les médias, ça ne l'intéresse pas. Nous sommes toujours diffusés sur les réseaux sociaux en vidéo parce que nous sommes un média indépendant. Notre balado, même si ça fait partie du groupe Cogeco, n'est pas considéré une salle de nouvelles. Mais quand même, on vous donne du bon contenu d'information de qualité, je tiens à le dire, grâce à nos partenaires. Hein, tu les as nommés, Jura, Plan Hub et TELUS, qui nous aident à faire arriver nos fins de mois de façon non négative. Ils nous permettent de C'est un gros manger. plus quand on fait des balados, je vous le dis. Puisqu'on parle de partenaires, est-ce que je peux me permettre de parler de Mobile Clinic? J'ai eu de la malchance avec mon Pixel 7 Pro, téléphone que je trouve très sympathique. Je pense pas que c'est le téléphone lui-même qui a un problème, mais j'ai réussi à le briser 2 fois. Donc 2 fois l'écran, une petite égratignure dans le coin, l'écran un peu brisé. Je me suis dit, je vais le garder. 2e fois, l'écran devient inutilisable. Je remplace moi-même. J'ai demandé au fils de ma blonde de remplacer l'écran. J'ai réussi à le briser 2 autres fois. Encore une fois, une petite brisure dans le coin, un autre écran brisé. Je suis allé chez Mobile Clinic, ils m'avaient dit quand on avait fait une entrevue avec eux, si jamais tu as un téléphone brisé, viens essayer nos services. J'ai été super impressionné, super le fun, ils ont beaucoup d'expérience. C'est le centre de réparation de Google à Montréal. Fait que si jamais tu as un téléphone Pixel brisé, c'est là qu'ils vont t'envoyer anyway. Et puis, ils ont réparé non seulement le devant, mais aussi l'arrière. Fait que tout ce qui reste, c'est un téléphone neuf que j'ai. Comme un sandwich, ils ont changé de tranche de pain. C'est ça, c'est juste les ingrédients du milieu, la carte mère qui reste. Et oui, on peut le faire. Si vous voulez, c'est possible avec les pixels de commander les pièces. Ça demande la minutie. Ça demande la précision. Ça doit être, tout ça doit être mis en place de façon assez minutieuse et serrée. Beaucoup de connecteurs. Ça se fait, les instructions sont claires et tout, mais laisser à des experts le faire, ça peut être plus rassurant. Et il me disait qu'il y a des gens qui arrivent à la boutique en pleurant, ils vont vous prendre en main. Parce que des fois, quand tu es nerveux, tu as tes données, des photos, des choses comme ça. Quelqu'un disait qu'il y avait de la crypto-monnaie dans son téléphone, tu brises le téléphone, tu veux récupérer. Ouais. C'est un autre genre de stress, là, effectivement. Et voilà. Fait que Mobile Clinic, merci beaucoup pour le téléphone que vous avez réparé. Mon Pixel 7 est comme un neuf maintenant. Quand on brise plusieurs fois l'écran du même téléphone et qu'on change l'écran, peut-être que c'est pas l'écran le problème. Mais c'est ça. Non, je sais. Écoute, Alain, 20 ans, pendant 20 ans, j'ai brisé un téléphone. Ah oui, mon Dieu. J'avais une fois un téléphone. J'en ai testé des téléphones. Je me promène régulièrement avec 2, 3 téléphones dans les poches. Il y a une fois où j'avais un téléphone qui était dans ma poche de poitrine et j'ai tiré mon portefeuille. Le téléphone est resté collé il était un peu en cuir.
le téléphone est tombé à plat sur une tuile, ça a brisé. Mon téléphone que j'ai brisé, j'ai réussi à briser 5 fois parce que l'écran arrière aussi, j'ai réussi à le briser du Pixel 7 Pro. Je n'ai pas eu de chance avec ce téléphone, monsieur. Il y a un bon sondage à faire sur le nombre de fois dans une vie qu'on brise un écran de téléphone. Moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois au fil des dernières années. Sur différents téléphones, parce qu'on en essaie quand même quelques-uns, et j'ai souvent dû retourner le téléphone avant de l'essayer, parce que un Samsung Galaxy, je vais dire le S8, qui est quand même qui date de quelques années. Je l'ai eu la journée même et j'étais assis en bordure d'un terrain de soccer et un ballon est tombé sur mon écran, sur le téléphone qui est tombé par terre et s'est fracassé. Le jour même où je n'avais pas encore eu le temps de le configurer, c'était un peu fâcheux. Ouais. Je me rappelle la fois où j'ai reçu un ordinateur à l'essai, l'écran était fendu en deux. Tu ouvres la boîte, l'écran est fendu en deux. Je ne sais pas si c'est la personne qui l'avait testé avant, je ne sais pas si c'est pendant le transport. Heureusement, les relationnistes sont compréhensifs habituellement. Oui, mais les fabricants le sont peut-être un peu moins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça devrait être plus leur problème que le nôtre parce qu'ils font des appareils trop fragiles pour l'usage qu'on en fait. Donc, acheter des téléphones avec les fameux étuis prêts pour l'armée, de calibre, de grade militaire, c'est peut-être pas. C'était d'ailleurs la suggestion de mon bar clinique qui dit un écran plus costaud. C'est les écrans, c'est quoi la marque d'écran anti-balle? Il y a les Pélicans, mais je ne me rappelle plus c'est quoi les autres. L'autre qui est. Ça va me revenir, évidemment, c'est tout le temps quand on veut le dire, mais ceux qui sont faits comme des tanks. Là, oui, exactement. À ce moment-là, le téléphone devient épais comme deux bottins. Ouais, c'est ça. Tu as une brique dans ta poche au lieu d'avoir un objet mince et stylé. C'est un choix, Alain. Tu brises ton téléphone ou tu. Faut vivre dangereusement ou pas, effectivement. On va passer aux nouvelles, Pascal. Et je sais que tu les connais, mais je demande à d'autres qui les connaissent peut-être pas. Est-ce que vous connaissez InfoBref? Parce qu'on repart de là. Nous, c'est notre partenaire avec l'actualité. InfoBref, c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements d'actualité, que ce soit en général, politique, économique et peut-être un petit peu techno. Ça se lit en 2, 3, 4, 5 minutes chaque jour. Essayez ça, infobref.com, c'est une infolette, ça rentre dans votre inbox. Je vais élargir le sujet en disant que les infolettes sont peut-être le meilleur moyen en ce moment de garder le contact avec nos médias préférés parce que les réseaux sociaux, qui semble-t-il sont devenus au cœur de la navigation web de bien des gens, ne sont plus une façon crédible de s'informer comme elle l'était il y a déjà 2 semaines de cela. C'est quand même assez spécial. Et en attendant que tout ça se règle, il y en a plein. Le Devoir en a un paquet. Tous les grands médias ont des infolettes. Donc, allez-y. Gênez-vous pas. Il y a une nouvelle qui a été annoncée à la fin de cette semaine, Pascal, et c'est de ça que tu veux nous parler. Et moi, ça m'a surpris un peu parce que je ne savais pas que, premièrement, Sony connaissait Audezi. Et deuxièmement, je me dis, c'est même pas Sony qui les a achetés, c'est la division gaming de Sony. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle-là? Ben, écoute, j'ai été surpris parce que Audezi, j'ai des écouteurs Audezi sur la tête en ce moment. On en a déjà parlé ici, j'ai des écouteurs de gaming Audezi aussi qu'on m'avait envoyés à l'essai qui sont assez fantastiques parce que les écouteurs Audezi utilisent une technologie planaire. C'est une membrane qui vibre entre des champs magnétiques et ça minimise la distorsion au lieu d'avoir des espèces de cônes qui vibrent, qui transmettent le son. Puis là, tu as besoin de plusieurs cônes pour avoir différentes fréquences. Comme c'est une membrane dans un champ magnétique, tu peux la faire vibrer avec moins de distorsion. Ça donne des basses très profondes, des aigus babal fun, mais c'est une technologie qui coûte cher. Puis Audezi a réussi à démocratiser cette technologie-là. Et là, voilà que Sony a récemment annoncé des écouteurs pour le gaming qui sont les Pulse Explorer, qui sont des petits écouteurs de type bouchon qui utilisent la technologie planaire. Et là, il y a des gens qui ont dit, ben là, Sony a investi là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben non, ils ont tout simplement utilisé la technologie d'Audezi. Ils ont acheté Audezi. Moi, je voyais plus ça comme une compagnie de haute fidélité. Mais il semble que la compagnie était plus axée vers le gaming depuis quelques temps. Oui, c'est peut-être ça leur but aussi, de se faire une place dans ce créneau-là. Et donc, tu peux avoir des explosions. Quand on pense à la technologie planaire, c'est parfait pour des basses profondes. Et là, quand tu vas avoir des grondements, des vibrations, des impacts, des balles avec un minimum de distorsion, c'est peut-être ce que Sony est allé chercher là. Et donc, attendez-vous à voir de Sony des écouteurs avec la technologie planaire dedans. Moi, je rêve que leurs écouteurs à annulation de bruit, les écouteurs à annulation de bruit de Sony, là, sont assez impressionnants, merci. Ils sont reconnus pour être les meilleurs dans leur catégorie. C'est ça, sont vraiment, vraiment, là, ça te bloque le son ambiant. Moi, c'est surtout les basses que ça coupait, les écouteurs à annulation de bruit, c'était conçu pour l'aviation, pour les transports et tout, ça coupait les bruits de moteur et tout. Maintenant, ça coupe la musique, ça coupe plein de choses qui sont pas
Écoute, très impressionnant. Fait que si Sony sort des écouteurs à annulation de bruit avec la technologie planaire, je vais saliver beaucoup, beaucoup. Et on saura d'où ça vient, parce qu'effectivement... Grâce à Audésie. Et voilà. Je vais un petit peu dans un autre registre, mais on va parler un peu de mobilité parce que les rumeurs abondent à cette période-ci de l'année sur les nouveaux téléphones qui s'en viennent. Et du côté d'Apple, on le sait, il y a un iPhone 15, mais du côté de Google, il y a aussi le Pixel 8 qui s'en vient. Et Google n'est pas très étanche en termes de confidentialité de leurs propres annonces parce qu'on a déjà une espèce de... Semble-t-il, on sait ce qui s'en vient pour les 3-4 prochaines années chez Google si on cherche, si on Google l'information. C'est un peu ironique de le dire. Et le Pixel 8, ce qu'on a vu récemment, c'est des rendus, des images de ce que ça pourrait ressembler quand ça va sortir, généré par ordinateur ou peut-être pas, en fait, on ne le sait pas, mais ça a été publié dans les derniers jours par des sources et des sites web indépendants. Et les rendus, contrairement à ceux du Pixel 7 et des pixels précédents, le Pixel 8 n'a pas de fente, n'a pas de petite encoche pour la fameuse fente de carte SIM, la carte qui anime, qui connecte en fait le téléphone à votre réseau, à votre compte personnel sur le réseau de votre choix. Et ce que ça signifierait, selon les rumeurs, c'est que Google pourrait avoir une version de son Pixel 8 qui serait sans fente pour carte SIM, donc qui fonctionnerait exclusivement en mode eSIM, ce qui serait plus ou moins révolutionnaire parce que depuis l'automne dernier, Apple l'offrait déjà aux États-Unis seulement, un iPhone 14 sans carte SIM. On peut le faire, nous, ici, si vous voulez. Vous prenez votre iPhone 14, vous pouvez cloner votre carte SIM pour ne plus avoir à la mettre dedans ensuite sur la carte eSIM intégrée à l'appareil. Je ne sais pas si ça va s'élargir à d'autres marchés que les États-Unis. Au Canada, évidemment, les fournisseurs, et pas mal partout dans le monde, les fournisseurs acceptent maintenant les cartes eSIM, ils offrent des forfaits. Il y a des fournisseurs indépendants qui offrent des forfaits de données en itinérance ou pas, là, mais dans les différents pays. Et c'est rendu un marché assez intéressant. Et si ça signale la fin de la carte SIM, ce serait pas bête parce que il y a différents facteurs. Évidemment, il y a la question économique. Ça permet de faire des appareils un peu moins coûteux. Ça permet de passer, pour nous, les consommateurs, d'un réseau à un autre de façon plus simple parce que tout se fait de façon électronique et logicielle. On n'a pas besoin d'aller visiter une boutique ou de parler à un représentant. Quoi que ce soit, on peut le faire, même le téléphone, en allant dans les réglages et en magasinant à travers les réseaux à faire, les forfaits qui sont disponibles. Donc ça, c'est l'aspect-là. Il y a un petit aspect, c'est pas très gros, mais c'est quand même existant, c'est que si on se débarrasse des cartes SIM, il y a toute la question de la pollution, parce que c'est quand même pas mal de plastique et de petits matériaux métallisés qui sont produits chaque année. C'est des chiffres étonnants à l'échelle mondiale, parce qu'il y a quand même 2 milliards de téléphones et plus en circulation ou qui se vendent même chaque année. Il y a des centaines de millions de téléphones qui changent de main, il y en a qui filent à la poubelle. Bref, c'est un élément qui contribue aussi aux déchets électroniques, donc on éliminerait ça. Mais surtout de façon plus générale, je pense que ça permettrait de faire des téléphones plus compacts encore et plus peut-être avec une meilleure autonomie parce qu'on aura plus de place à l'intérieur pour d'autres éléments que les composants de carte SIM. Donc, ça va être intéressant de voir ça, mais pour l'instant, évidemment, Google ne confirme rien. On va voir ça quand le Pixel 8 sera mis en marché, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines à ce stade-ci, j'ai l'impression. Donc, on aura l'occasion d'en reparler certainement. J'ai l'impression qu'au Canada, on n'aura pas la version sans carte SIM, parce que Vidéotron, si je ne m'abuse, n'a toujours pas de eSIM proposé. Bien, ça a été mentionné sur Twitter, sur X, je devrais dire, plus tôt cette semaine, quand j'ai un peu tweeté la nouvelle. Quand j'ai publié l'information, j'ai pas les bons verbes. Là, voilà, mais ça s'en vient. Hein? Et Fizz, qui est la marque bon marché de Vidéotron, disait on travaille sur quelque chose. On n'arrête pas de travailler. Ils l'ont sorti un petit peu neutre, très marketing, mais essentiellement, ils travaillent sur l'amélioration du réseau. Vidéotron a déjà la compatibilité, offre déjà des cartes eSIM aux clients à faire. Voilà. Donc, ça pourrait facilement migrer sur les autres versions des réseaux de Québécois, surtout avec Freedom Mobile et l'agressivité marketing que le nouveau groupe québécois, que le groupe québécois dans son nouveau plan national pourrait avoir. Là, on pourrait voir ça. Mais effectivement, Bell, TELUS, Rogers, les autres l'offrent déjà. Donc, ça va bouger certainement et c'est un avantage concurrentiel pour ceux qui l'offrent. Donc, il y a peut-être quelque chose là aussi. Mais je suis pas mal d'accord avec toi. J'ai l'impression que ça va être strictement aux États-Unis pour en tout cas, peut-être pour le Pixel 8 pour l'instant. À suivre. Là, il y a des nouvelles lunettes qui s'en viennent, mon cher ami, chez Meta. Oui. Tu te souviens des stories de Meta, qui était Facebook à l'époque? C'était des lunettes Ray-Ban, tout à fait en appareil. Oui. Écoute, ça ressemblait à des lunettes Ray-Ban, ça passait pour des lunettes Ray-Ban, sont belles tes lunettes Ray-Ban, mais c'était des lunettes qui avaient des caméras à l'intérieur, une caméra qui permettait de filmer, qui permettait de prendre des photos et qui surtout avait des haut-parleurs intégrés qui permettaient, et des micros. Ça, donc, on pouvait s'en servir comme écouteur main libre pour prendre des appels, écouter de la musique et ainsi de suite. Sauf qu'on s'est rendu compte cet été que moins de 10% des gens, c'est un produit qui est sorti en 2010, il y a moins de 10% des gens qui les utilisent encore.
Je fais partie des 90% parce que, dès les premières semaines, l'appareil est extrêmement capricieux sur la connexion Bluetooth, la lecture musicale, tout ce qui n'est pas la petite clip vidéo, puis ensuite la connexion de téléphone. Bref, c'est un appareil qui était mal conçu. Mal, départ, qui était trop cher avec les mises à jour. Écoute, c'est centaines de dollars de plus que les lunettes tout court. C'était pas si cher que ça, si ça avait été le fun. Moi, je trouvais que quand j'ai commencé à les utiliser, on les a lancés en septembre, si je ne m'abuse. Je sors dehors, il fait frais. Les lunettes se désactivent parce qu'il fait trop froid. Ils marchaient, à 4 degrés, ça ne marchait plus. Ensuite, tu as des lunettes de soleil, donc quand tu entres en dedans, tu ne peux plus écouter ta musique. Le soir, tu ne peux plus écouter ta musique avec tes stories de Ray-Ban. C'est pas évident. Donc, 10% des gens les utilisent, que seulement 10% des gens les utilisent après 2 ans, je ne suis pas étonné. Moi, j'ai ressorti les miennes. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai ressorti les miennes. Ça m'a pris plusieurs heures, Alain, tenter de les reconnecter à mon téléphone, les mettre à jour. Ça fait partie du problème, là. Et là, j'étais comme, voyons donc, ça me disait, hey, tu es connecté avec ton compte Facebook, il faut que tu te connectes avec ton compte Meta. Je me connecte avec mon compte Meta. Il disait, tu es connecté avec ton compte Facebook, connecte-toi avec ton compte Facebook. Là, j'étais comme, il a fallu que je réinitialise, que je recharge, l'autonomie n'était pas terrible en plus, fait que j'ai dû recharger pour le connecter. Donc, les nouvelles lunettes, il semble que Meta persiste et signe des lunettes qui auraient des meilleures caméras, qui permettraient cette fois-ci le vidéo en streaming. Donc, on pourrait, avec ces lunettes Meta, se promener avec des lunettes de soleil et diffuser en direct sur le web, probablement sur Facebook. Oui, parce que ça inquiète personne de se faire filmer à leur plus ou moins insu, n'importe où. Tu rentres dans un camp nudiste avec des lunettes de soleil d'apparence tout à fait anodine. On est plus loin dans cette réflexion-là que moi, je te dis. Ouais. Voilà. Non, mais disons les vraies choses. C'est un truc épouvantable pour jeter un petit coup d'œil avec tes lunettes à quelque part où tu n'as pas d'affaires. Tu as toutes les images qui sont là. Tu aurais la possibilité aussi de parler à la personne qui porte les lunettes. Donc, ceux qui te regardent pourraient discuter avec toi. Ah oui, à distance, là. Ah oui. À distance. Fait que t'imagines les pervcams. Encore une fois, ça pourrait être pour les YouTubers, c'est le paradis. Pour Instagram, c'est le paradis. Va à gauche, va à droite. Et là, je me suis laissé guider par la foule. J'imagine les vidéos qu'on va avoir, ça va être très triste. Le volume pourrait s'ajuster en fonction du son ambiant. Ça, c'est un gros plus parce que comme c'est moi, je trouvais que le son était très bon quand c'était tranquille, mais comme tu n'as pas les oreilles bouchées, dès qu'on était dans un endroit où il y avait un peu plus de bruit, tu n'entendais plus tes appels, tu n'entendais plus ta musique. Et aussi, tu aurais une intégration avec Spotify pour changer les chansons en tapant ta lunette, tout simplement. Okay. Mais ce que je trouve fantastique, c'est qu'ils vont avoir une meilleure indication qu'on filme. Justement, pour éviter que c'est important, ce serait ça. Oui. On va mettre un dispositif qui va faire que si tu tentes de bloquer la petite lumière qui indique que tu filmes, la lumière va être plus visible, et si tu tentes de bidouiller avec pour ne pas qu'elle soit visible, ça ne devrait pas filmer. On touche du bois. Moi, j'ai l'impression que les bidouilleurs vont y arriver. Moi, je me dirais ruban adhésif. Mon Dieu, un petit collant. Un tape, barouette. Ben oui, voilà. Un petit collant comme ça pour masquer la petite lumière qui indique qu'on filme. Évidemment, sur la première version, c'était très peu visible. Moi, j'espère qu'on va avoir des verres qui se teintent à la lumière, des verres photochromiques, parce que ça permettrait de les utiliser à l'intérieur. Ça permettrait peut-être de s'en servir comme écouteurs. Si on rentre à l'intérieur quelques secondes, on sort, on va quand même pouvoir écouter sa musique, ou le soir, utiliser ses lunettes comme écouteurs quand c'est plus sombre. La partie caméra, ce qui serait le fun, c'est des lunettes qui n'ont pas nécessairement la caméra. On a déjà parlé ici de lunettes Solos, qui sont les lunettes avec une connexion Bluetooth sans les caméras, avec les écouteurs et tout. Juste pour remplacer les écouteurs qu'on se met dans les oreilles, juste ça, c'est un plus. Donc, s'il y avait une version de base comme ça serait déjà pas pire, effectivement. Donc, ça s'en vient bientôt, les Ray-Ban Stories de Meta. Et le Quest 3 qui s'en vient aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des lunettes de réalité virtuelle, de réalité qui s'en viennent. Il y aura même eu un déballage sur YouTube de quelqu'un qui a déjà déballé le Quest 3 pour dire comment ça s'en vient de façon imminente. On se garde au courant. Je ne sais pas si Facebook vont parler aux médias canadiens maintenant qu'ils ne les aiment plus, mais bref. N'est-ce pas? On garde la porte ouverte de notre côté. Toi, tu vas parler de Apple qui va faire J'ai ici deux choses dans les mains, mon cher ami. J'ai un port Lightning
et un port USB-C. Ils sont peut-être flous à l'image parce que mon champ de chat est limité. Mais on comprend le principe. Mais ça, c'est ce qui nous attend cet automne. J'ai presque plus besoin de rien dire parce qu'on le sait, la rumeur est assez insistante là-dessus, puis il y a une raison très, très claire qui vient de l'Europe. Mais le prochain iPhone risque d'abandonner le port Lightning, qui est son port depuis 2012, je crois, 2016. Ça fait quand même pas mal longtemps. 2012, je pense. Pour le port USB-C, ce qui est un peu une obligation en Europe, mais ce qui va devenir probablement le standard pour l'ensemble du marché mondial pour Apple, parce que j'aurais été surpris qu'ils fassent 2 téléphones juste pour ça. Garder le port Lightning, par exemple, en Amérique du Nord, aurait été un peu bizarre, puis ça aurait fait pester Moi, j'y crois encore. Moi, je pense que ce serait possible de la même manière qu'on fait un téléphone avec SIM et un téléphone pas de SIM. À suivre. À moins qu'il y ait une surprise et qu'on ait une version propriétaire du standard USB-C qui inclut quelque chose que d'autres ne font pas. Écoute, je lisais que la version de recharge rapide ne serait que pour la version pro des téléphones. Oui, ben ça serait pas surprenant qu'on étage les capacités selon le montant payé. Là. Ouais. C'est ce qui s'en vient pour plein de raisons, puis on le sait, c'est parce qu'en Union européenne, à partir de l'automne prochain, on ne pourra plus avoir d'autres types de formats de recharge que des chargeurs USB-C. Ça risque de faire pester beaucoup de gens parce que je pense qu'on va réassister à l'utilisation d'un terme bien aimé des gens d'Apple, le fameux dongle. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il y a le marché des produits, des adaptateurs, des accessoires faits pour iPhone. Vous savez, les enceintes musicales, les trucs pour l'auto, n'importe quoi, avec le petit connecteur, les radios réveils. Il y a des gens, des hôtels complets qui ont des réveils matin avec un port Lightning intégré. Tous ces gens-là vont devoir changer ça. Et on dit que la mesure est pour économiser les déchets, pour réduire la quantité de déchets électroniques. Hein. La loi européenne dit on va éviter des centaines de milliers de kilos. Mais là, il va y avoir une grosse vague de déchets dès le jour 1 parce que tous les gens qui ne sont pas nécessairement versés en techno, mais qui ont un iPhone et qui ne jurent que par leur iPhone et qui se disent ben là, tout d'un coup, il faut changer les 8 bébelles que j'ai à la maison qui sont connectées et qui fonctionnent exclusivement pour ça. Ça va entraîner une vague de déchets. C'était la même chose qui s'est passé quand on a adopté le port Lightning, parce qu'avant ça, on avait le fameux connecteur pour iPod là, à 30 pins, à 30 qui était plus large, qui était mal commode à sa façon. Ça aussi, ça a entraîné un paquet de problèmes pour bien des gens, parce que le petit adaptateur blanc là, qui faisait la transition, ou alors il fallait acheter d'autres appareils, et ça a pris plusieurs années avant que ça se règle. Donc, c'est un peu. Mais la grande question, ça fait combien de temps qu'Apple aurait dû passer au USB-C? Moi, je dirais depuis longtemps, mais c'est juste moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les stratégies d'Apple et des autres fabricants, parce que même à ça, en imposant l'USB-C qui dit qu'il va exister un autre standard dans 3 ans et qui va rendre la loi européenne caduque, cette conversation, c'est qui, à mon avis, a été faite, en tout cas, de façon incomplète, mais bon, c'est une conversation à avoir dans un autre environnement. L'USB-C, qui est une forme de port USB, n'est-ce pas? C'est le connecteur un peu plus ovale. Et il y a aussi la norme USB 3.0, qui est maintenant rendue, je pense, à 3.1, qui est une norme au niveau du débit de connexion qui fonctionne sur l'USB-C, sur USB-A aussi, le format USB plus traditionnel. Donc, il y a 2 standards dans le monde du USB. Il y a le standard au niveau du débit de données, puis le standard au niveau de la forme du connecteur. Et ces deux-là ne se suivent pas nécessairement. Donc, Les câbles USB ne se valent pas tous. Avant, on avait tendance à dire qu'un câble USB, c'est un câble USB. Mais non, et la longueur du câble USB-C peut affecter la vitesse de transmission. Exactement. On ne s'en sort pas. Là. Et d'ailleurs, c'était ça l'autre rumeur à propos du iPhone 15 cette semaine, c'est qu'il y aurait un câble tressé là, dans la boîte du iPhone 15 aux couleurs du boîtier du téléphone pour que ce soit joli. Et il serait plus long que le câble actuellement fourni avec le téléphone. Donc, ça serait à suivre. De toute façon, le téléphone, l'iPhone 15, on le sait, il va revenir probablement dans les mêmes 4 variantes que ce qu'on a eu avec l'iPhone 14. Donc, de base, plus Pro et Pro Max à des prix qui devraient être un petit peu plus élevés que ce qu'ils étaient l'automne dernier. On dit que l'iPhone de base devrait coûter le même prix. Mais on s'attend à une augmentation de plus de 100$ pour l'iPhone 15 Pro à 1099$ américains, ce qui revient à 1500$ canadiens. Je vous dis ça en passant, c'est quand même beaucoup d'argent. Pour l'iPhone 15 pour le modèle de base ou Pro? Non, ce serait le 15 Pro qui est la version de base du modèle Pro. Là, le Pro Max, il est hors de prix de toute façon. Mais c'est drôle parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux. Tu sais, Google est apparu dans le sans-fil. Il y a de nouveaux fabricants qui sont rentrés dans le marché. Et plutôt qu'avoir l'effet à la baisse sur les prix, on a l'impression que tout le monde vend tout plus cher depuis quelques années.
C'est la Où sont pandémie. passés les bons vieux téléphones à 200 $? Je vous pose la question. Oui. Pas chez Apple, ni chez Google, ni chez Ben Samsung. oui, le premier iPhone, il me semble qu'on le trouvait très, très cher et il était C'est 400 $600? $. Ouais, 400 américains, ouais, exactement. 400 américains, quelque chose comme ça. Puis ça, c'était très cher. C'était comme, voyons, ils en vendront jamais. On est rendu à 1500. On est rendu plus vieux aussi. Hein. Ben, il y a eu un gros changement dans le quotidien d'à peu près tout le monde. Le téléphone est rendu au cœur de la vie de plein de gens. C'est le portefeuille. Ben oui, c'est des meilleurs appareils aussi. Là. On s'entend qu'on a des téléphones plus performants. Les photos sont incroyables. On a une autonomie qui est meilleure. On a, pas tout à fait, mais... Moi, je veux dire, il y a une micro-rumeur à propos de l'iPhone 15, semble-t-il, qui pourrait, je ne m'attends pas à ce que ça arrive, mais si ça arrive, ça serait vraiment magnifique, avoir un objectif avec un téléoptique zoom, un téléobjectif optique, dans les mots. Oui, avec un périscope dedans. Exactement, qui permettrait de l'ajuster manuellement, comme on le faisait avec un appareil photo numérique à une autre époque. Ça serait bien. Ça, je ne serais pas contre ça. Il y a eu, pendant un bout de temps, Samsung l'a essayé sur le Galaxy S20, je pense. Oui, tout à fait. Puis Huawei avant, qui avait son télescope, son périscope. Périscope, c'est ça. Il y a un petit miroir qui permettait d'avoir... C'est ça. Mais bon, ça arrivera probablement pas. Mais... de champ, puis un zoom plus intéressant, malgré sans augmenter l'épaisseur, parce que ça faisait comme un coude pour... Comme on va le savoir sans doute dans les prochaines semaines. Ça aussi, parce qu'il va y avoir en plus d'iPhone 15 et un Pixel 8, plein d'autres affaires qui vont apparaître. Pascal, on va prendre une courte pause, le temps de prendre un respire. Moi, je vais activer mon machin derrière moi. On va pouvoir en parler. La génératrice, je veux dire, électrique et solaire de Bluetti. On a déjà parlé de Bluetti ici. J'ai la version gros format là, pour l'essayer parce que j'étais curieux. Oui, moi, j'avais testé la petite, toute la grosse coquin. Je vais expliquer pourquoi tout de suite après ceci à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition de la rentrée. Si vous êtes au cégep, si vous êtes au secondaire, c'est la semaine prochaine. On aura une deuxième édition de la rentrée. C'est bon, ça va pouvoir faire deux de celles-là. C'est bon. Et tu n'as pas parlé de la météo? Il fait gris aujourd'hui, Alain? C'est parce qu'elle ne vaut pas la peine d'être mentionnée, non, effectivement. Belle bébelle. C'est le moment où on parle de bébelle. Oui, Alain. on parle de gadgets et tu parles de météo. J'ai été, semble-t-il qu'il n'a pas fait beau ici depuis un mois, mais j'étais à l'extérieur, je suis allé visiter, je suis allé jusque dans les Rocheuses en véhicule récréatif. Non. Et si tu avais un véhicule récréatif de bon format, j'ai quand même une grosse famille, il faut transporter tout ça. Et dans un véhicule récréatif, il y a le moteur, évidemment, il y a l'espèce de grosse partie plus maison sur roue. Et ça, c'est alimenté par des batteries en partie, mais aussi par une génératrice à essence. On l'entend souvent dans les campings, dans la section VR, là, l'espèce de petit brrrr des génératrices à essence des campeurs, des véhicules récréatifs. Mon objectif, cette fois-ci, c'était de ne pas l'utiliser parce que je ne suis pas un fan de ce genre de choses-là. Et j'y suis parvenu grâce à cet appareil qui est, en fait, je vais être déflouté pour ceux qui nous regardent parce que là, il est flouté. C'est une génératrice qui n'est pas conçue nécessairement pour les campeurs, qui est conçue vraiment pour peu importe le contexte, un chalet, une maison en cas de panne, et ainsi de suite. Et c'est le gros format d'un appareil dont tu as déjà parlé dans les dernières semaines. Oui. Le nom du modèle, c'est AC300 d'une marque qui s'appelle Bluetti. J'en ai parlé dans Le Devoir, j'en ai parlé dans le magazine Protégez-vous, parce que j'ai été flabbergasté par cet appareil-là. C'est assez impressionnant, hein? C'est bien Il remplit plusieurs fonctions. Si vous rentrez dans ce genre de personnes-là, c'est probablement pour vous. Si vous avez besoin d'une génératrice au gaz dans votre campeur ou à la maison, parce qu'il y a des pannes de courant fréquentes ou tout ça, ou si vous êtes dans un chalet qui a besoin juste de temps en temps d'alimentation électrique, mais qui n'est pas branché dans le réseau, si vous faites du camping, plus glamping, là, où vous pouvez transporter des choses relativement costaudes. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devriez considérer parce que ça remplace toute forme de consommation d'énergie qui n'est pas peut-être aussi facile à avoir sous la main ou même propre ou littéralement renouvelable à la limite parce que ce que Bluetti m'a envoyé, c'est la AC300 qui est une génératrice à capacité d'une puissance de 3000 watts avec une pointe à 6000 watts. Donc, 3000 watts, c'est constant, c'est-à-dire qu'on peut brancher un ordinateur, un autre ordinateur, un téléphone, une tablette, un frigo, un climatiseur, autant d'appareils qui consomment jusqu'à 3000 watts en temps continu. Et si jamais vous avez, dans le cas d'un véhicule récréatif, une grosse génératrice sur le toit, ou même une tente roulotte, ou peu importe, ça, quand ça démarre, ça demande un peu plus de jus. Moi, la mienne, elle montait, je pense, à 3600 watts ou quelque chose comme ça. OK. Pour partir, regarde, ça rendait après ça à 500, 600 watts. Donc, ça permet d'aller chercher cette pointe-là et ensuite, ça revient à un courant plus continu. Et ça fait la job grâce à ce qui est en dessous, une batterie qui est dans ce cas-ci, le modèle qui s'appelle B300. C'est une batterie de 3072 watts-heure
C'est la capacité. Pour expliquer ce que ça signifie, c'est que si vous tirez 3000 watts de jus pendant 1 heure, vous venez d'épuiser votre batterie. Et maintenant, ce qu'il faut faire pour savoir combien de temps ça peut durer, c'est qu'il faut calculer le genre de choses que vous voulez brancher dedans, le wattage de ces appareils-là et l'additionner et le calculer dans le temps. Donc, si vous avez par exemple, 500 watts d'appareil branché dessus et que vous avez 3000 Wh de batterie, vous en avez pour 6 heures, grosso modo. Grosso modo, oui, puisque, oui. Ouais. Ce qui est le fun avec l'appareil, c'est que c'est un appareil c'est moderne. C'est un truc Bluetti, c'est une compagnie qui a vu le jour en 2019. Ça appartient à une société chinoise dont on entend moins parler ici. Bluetti est établi à Las Vegas, donc il se présente comme une compagnie américaine, mais ça vient de Chine essentiellement. L'appareil est assez cool. Il y a 7 prises de courant alternatives, donc 6 prises de courant normales et une grosse prise de 30 ampères là, pour, vous savez, les prises de sécheuse qu'on appelle souvent. Là, Mon Dieu! Qui vraiment remplace tout ça. Là. Si vous avez une panne de courant à la maison, et je l'ai reçu la semaine avant, il y a eu des gros orages, là, et même une tornade dans le coin de Gatineau, là, il y a 1 mois et demi à peu près. Et je l'ai reçu la veille, et justement, chez nous, il y a des arbres qui touchent aux branches, oui, les arbres touchent aux branches, ça, c'est partout dans le monde, mais les branches touchent au fil électrique, et ça a causé 2 jours de panne chez nous. Et ma copine et moi, on a quand même pu travailler en se branchant dans l'appareil. Ben oui. Et on a sorti les panneaux solaires, parce que j'ai reçu ça avec 2 panneaux solaires de 350 watts chacun. Et ça charge la batterie et ça alimente tout ça en direct. Et c'est ça pour ça que ici, j'appelle ça une génératrice, parce que ça génère de l'électricité à partir du soleil. Le reste du temps, on peut la brancher dans le mur pour la charger. On peut même la charger dans un allume-cigare, la prise 12 volts d'un véhicule. Oui. Ça, c'est super long, mais ça se fait quand même. Oui. Ça devient plus un invertisseur de courant quand c'est pas en train de s'alimenter, parce que ça convertit le courant de la batterie soit en courant alternatif ou en courant continu. C'est-à-dire qu'il y a 3 ports USB, il y a 2 prises 12 volts. Et sur le dessus, il y a 2 plaquettes sans fil Qi. Donc, on peut déposer son téléphone et le charger sans fil sur le dessus. Oui. Donc, c'est vraiment une espèce de... C'est littéralement une génératrice, c'est une brute d'énergie qui est fascinante. Le AC300 avec la batterie et les 2 capteurs coûte 5 000 $. Je vous le dis tout de suite, c'est pas donné. Oui. Au moment où je discutais avec les gens de Bluetti de tout ça, c'était le modèle qu'ils avaient dans leur catalogue qui était mis en vitrine. Pour eux, c'était le nouveau machin, tout ça. Mais entre-temps, ils ont sorti un AC200 qui est un peu plus modeste. Ils n'ont pas de plus petite batterie, par contre, mais le AC200 coûte, au lieu de coûter 3 000, coûte 2 000, quelque chose comme ça. Il devient vraiment plus abordable. Et dans tous les cas, ces compagnies-là mettent toujours leurs produits en liquidation à peu près 1 fois par mois. Donc, vous pouvez l'avoir pas mal moins cher que ça si vous l'attendez. Dans celui-là, au moment des journées Prime d'Amazon, il était à 3 500 au lieu de 5 000, ce qui est un super rabais de la mort. Ben oui, ben oui. Et vous dites, c'est bien cher, ça n'a aucun bon sens, mais si vous achetez si vous magasinez une génératrice à essence pour votre campeur ou pour la maison, c'est pas mal le même prix, en fait. Ouais. À moins d'y aller pour une génératrice vraiment cheapette, là, mais une génératrice Honda de puissance comparable, ça coûte presque le même prix. Oui. Il faut mettre du gaz dedans en plus. Fait que je vous dis tout de suite. Et c'est bruyant. Et c'est bruyant pour les voisins, je vous le dis, parce que j'ai des voisins ici qui ont des génératrices comme ça, et quand il y a des pannes de courant, le lendemain matin, on n'entend que ça, et c'est vraiment pas la meilleure façon de se réveiller avec le sourire. Oui. Toi, c'est ça, c'est silencieux. Alors que ça, effectivement, c'est silencieux. C'est cool, le fait de le recharger avec les panneaux solaires, c'est assez fantastique en glamping. En glamping, c'est un bel exemple. Ou si vous travaillez, tu sais, les gens nomades numériques qui veulent travailler dans le milieu de nulle part, évidemment, il faut être équipé parce que ça pèse les deux ensemble au-dessus de 100 livres. Là. Fait qu'il faut quand même avoir des bras. La batterie, presque 80 livres, 36 kilos. C'est pas quelque chose qu'on trimballe dans le sac à dos en randonnée. Mais justement, si vous allez camper en voiture et que vous vous stationnez dans le site de camping et que vous voulez travailler de là la fin de semaine ou la semaine, ça se fait très bien. Nous, on travaille à distance, 2 personnes avec 2 laptops, le téléphone et tout le kit. Avec les 2 panneaux ouverts dans un après-midi de soleil, on était à Rimouski, c'est quand même dans le nord du Québec, c'est pas exactement le désert du Nevada, là. On avait 500 watts 5 à 600 watts d'énergie solaire en direct et on consommait, nous, 350 à 400 watts. Donc, on est toujours en solde positif d'énergie. Donc, on aurait pu, en supposant que le soleil ne se couche jamais, travailler comme ça de façon éternelle. Eh bien, c'est qu'on recharge la batterie, on peut travailler ensuite quand il y a moins de soleil parce qu'on a encore de l'autonomie. Et après ça, on peut brancher un ventilateur, on peut brancher même un petit barbecue électrique si on veut, et on a quand même du temps, on peut vivre autour de ça. Et c'est assez fascinant parce que c'est là où on se rend compte que c'est pas juste un kit, c'est une batterie d'appoint pour un téléphone ou c'est pas juste un bidule marginal, ça devient le cœur de ce qu'on fait dans un environnement qui est comme une maison mobile essentiellement. Mais quand on a une panne de courant aussi, on peut brancher un frigo pour la maison, on peut brancher 2-3 affaires et tout d'un coup, pouf, on est moins stressé avec ces choses-là parce que ceux qui ont des pannes de courant fréquemment à la maison le savent, perdre un frigo en entier, quand ça arrive 1 fois ou 2 par année à chaque année, c'est rageant. Donc, c'est une solution qui, à ce niveau-là, m'a vraiment fait... Sérieusement, je ne m'attendais à rien parce que souvent, c'est de l'enflure verbale, hein, ces pitchs-là de ces compagnies-là. Mais là, j'ai été vraiment extrêmement surpris. Tout ce qui est promis
arrivait pour vrai. Et je sais, j'imagine qu'il y a des explications à ça, mais au CES, au début de l'année, on en voyait plein de compagnies qui font ça. Donc, il y a vraiment un engouement soudain par rapport à ces produits-là. Et on l'ajoute techno parce que l'appareil se connecte au Bluetooth de votre téléphone ou se connecte à un réseau Wi-Fi et vous donne l'information en direct sur l'état de sa batterie, sur l'état de sa recharge. Donc, il y a possibilité de se tenir au courant de comment ça évolue. Donc, c'est vraiment intéressant. Cet appareil-là, je vous l'ai dit, il vient avec une batterie et tout ça, mais on peut aussi brancher jusqu'à 4 batteries en simultané. Donc, on va avoir presque 12 000 watts-heure de capacité. Si vous avez vraiment un gros chalet et vous voulez vraiment vivre en pleine autonomie plutôt que de payer pour le branchement, vous arrivez avec ça et 4 batteries au chalet, 12 000 watts-heure, des panneaux solaires, et vous avez vraiment quelque chose d'assez intéressant pour avoir cette fameuse autonomie énergétique. Et à partir de là, il y a un ministre au Québec qui va vous remercier parce que vous ferez preuve de sobriété énergétique au niveau du réseau public. Donc, ce ne sera peut-être pas une mauvaise idée de ce point de vue-là. J'étais vraiment fasciné. Les limites, le prix, évidemment, il faut vraiment en avoir besoin. Il existe des versions pas mal moins chères de cet appareil-là qui peuvent convenir à différents besoins s'ils ne sont pas aussi grands que ça. Et aussi, ça vient avec un paquet de câbles de connexion pour charger soit la batterie ou à travers la génératrice ou la batterie directement. Et ces câbles-là sont très courts. Donc, si vous sortez les panneaux solaires parce qu'il fait super gros soleil, vous devez sortir aussi le kit qui devient super chaud. Et là, il y a un petit ventilateur qui part, mais on ne sait pas à quel point ça peut soutenir la chaleur, ces bidules-là. Donc, avoir un câble de peut-être 2 fois, 3 fois la longueur, d'avoir 4-5 mètres, on pourrait le brancher, cacher ça à l'ombre et avoir les panneaux au soleil. Il me semble que ce serait un peu plus logique. Mais sinon, sérieusement, je me demandais, la marque Bluetti semble tout à fait, en tout cas, basée sur cet appareil-là, c'est une marque tout à fait intéressante à considérer si vous êtes dans ce marché-là. Il y en a d'autres. Vous pouvez comparer, ça se compare en ligne. C'est dur à voir en personne, ces appareils-là, parce qu'ils ne sont pas vraiment vendus autrement que sur Internet. Mais celle-là, si vous en magasinez une, c'est une marque à considérer absolument. Ben oui. Moi, j'ai fait l'essai du Bluetti AC60, le modèle plus compact, qui est autour de 1 000 $. Et ce que j'avais remarqué, c'est que quand tu dis qu'il y a beaucoup d'engouement là-dessus, c'est qu'il y a une nouvelle technologie de pile, lithium-ion phosphate, qui se recharge plus vite. Quelqu'un qui dit, oui, mais quand la pile est morte, tu fais quoi? Ben, tu vas où il n'y a pas de panne. Tu passes une couple d'heures chez des amis, tu t'en vas dans un café, tu t'en vas à quelque part, tu charges en 2 heures. Peut-être toi, c'est plus parce qu'il y a plus de capacité. Ben, c'est étonnant, ça charge vraiment vite quand on la branche dans le mur. Je vais ajouter à ceci, sur le long terme, on promet 3500 pleines recharges, décharges-recharges avant que la batterie soit dégradée de façon inutilisable. À peu près 10 ans. C'est 10 ans si vous l'utilisez à chaque jour, si vous la videz à chaque jour. Donc, ça devrait normalement durer assez longtemps. C'est la même chose que les voitures électriques. Là, on pense que ça dure juste 10 ans, mais ça peut être pas mal plus long que ça. Donc, au niveau du long terme aussi, ça a l'air assez rassurant de ce côté-là. Puis effectivement, comme c'est modulaire, à la limite, s'il y a une nouvelle technologie de batterie qui arrive plus tard qui vous intéresse, ça se change aussi. Et ça, ça se jette pas, ça se recycle. Il y a des compagnies qui recyclent ça, 98 de tous leurs composants et peut-être même plus dans certains cas. Donc, c'est pas un gros déchet à la fin non plus. C'est quand même pas rien. Et voilà. Merci. Ton tour, Pascal, toi, tu nous parles d'une caméra d'action assez cool d'une compagnie qui, mon Dieu, j'aimerais ça leur parler à eux aussi parce que j'ai plus de questions. Écoute, j'ai supplié, Alain, j'ai travaillé très, très fort. J'ai la DJI Osmo, la Action 4. Donc, c'est la Osmo Action 4, une caméra d'action. On connaît GoPro. GoPro est rendu à la 11e génération de sa GoPro. La 12 devrait sortir bientôt. Osmo, c'est la compagnie DJI, c'est la compagnie qui fait des drones depuis longtemps, qui font des très bonnes caméras avec leurs drones. Ils ont la 4e génération de leur caméra d'action. Ils ont amélioré les capteurs, ils ont amélioré la performance. Elle est étanche sans boîtier jusqu'à 18 mètres, un peu plus que la GoPro si je ne m'abuse. J'aime beaucoup parce que j'avais fait l'essai de la GoPro 10 et je trouve que quelque chose de très fun qui est arrivé, c'est que l'objectif de la caméra est protégé par un petit capuchon qui peut être remplacé. Fait que si jamais on utilise, je sais pas, il y a du sable qui abîme l'objectif, on peut remplacer ça facilement. L'autre chose qui est le fun, qui distingue, je pense, la Osmo Action 4, la GoPro fait ça aussi, remplacer l'objectif, mais ce que j'ai trouvé caractéristique de la Osmo Action 4, c'est que le clip est magnétique. Fait qu'on peut rapidement détacher la Osmo Action 4, la Osmo Action 4 de son trépied, de sa base, pour le remplacer, le poser sur un autre trépied, sur un autre support.
Et ça, c'est rigolo, on peut aussi le mettre à la verticale, Alain. Ceux qui veulent, c'est magnétique, donc il faut pour le mettre dans le TikTok, bon c'est sens. magique, ben On oui. peut le clipper à l'horizontale pour soit mettre la caméra sur un poteau plus facilement Ça ou aussi, ben encore oui. filmer à la verticale, ce C'est qui est un truc, mal. ça. Alain, Oui, c'est oui. mal. Filmer à la verticale, c'est mal. Ne Ah oui, filmez t'es pas pas avec d'accord? une caméra. Ah ben là, si Ah on s'en non, va sur TikTok, tu vas faire quoi? On sera pas content. non, non, si tu vas pas sur. Ah, Non, OK. Alain, c'est mal, filmer à la verticale. À moins de filmer là, des scènes d'action à la verticale, je ne comprends pas. T'as pas de paysage, t'as juste du ciel, t'as juste du sol, puis t'as la personne au Oui, milieu mais qui sur fait ses TikTok, ce qui trucs. est important, c'est de voir la personne qui te parle, La qui te dit personne. Everything is awesome. Non, ils doivent dire autre Tout chose aussi. Je suis pas, C'est je suis ça, pas, je suis pas il très doit avoir des présent sur bonnes TikTok choses. moi-même. On m'a dit qu'il y avait des bonnes choses sur TikTok si tu Oui. suivais les bonnes personnes. Mais là, tu me dis, on peut faire des vidéos pour ce genre de situation-là avec cet appareil-là. Exactement. Donc, tu peux filmer, donc tu peux te promener avec ta GoPro, ta Action 4. On est tellement Mhm. habitué de parler de l'autre marque. Le clip magnétique, très, très chouette. Et les clips sont compatibles avec ceux de GoPro. Fait que si jamais tu avais une caméra GoPro, même des premières générations, c'est les mêmes supports. Donc là, tu peux dévisser et ajuster, mettre ton clip Osmo Les et fameux voilà, tu peux accessoires. mettre ton. Donc, Mhm. tu peux utiliser les mêmes accessoires très, très chouettes. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accessoires vraiment pas chers pour la GoPro. Donc, c'est compatible avec l'Osmo. L'application, évidemment, ta petite caméra se connecte à ton téléphone. Tu peux voir les vidéos prévisualisées, démarrer ta caméra, ainsi de suite. Tu as une option qui permet de faire disparaître les bâtons à selfie. Moi, j'ai reçu le kit Adventure OK. d'Osmo. Tu as un bâton à selfie. Tu sais ce qui était à la mode, quoi, début Les 2000, les perches, bâtons à les selfie, égo-perches. les égo-perches. Oui. On peut la faire disparaître. De Alors, quelle si jamais tu façon? te filmes, c'est conçu pour les skieurs. C'est très drôle, ils disent, quand vous faites du ski, vous pouvez faire disparaître la perche. Ah, donc, à Moi, l'image, on ne la voit pas. C'est ça que tu dis, là. on fait disparaître le bâton. Ah ben. C'est un traitement d'image, c'est pas dans la caméra, c'est pas dans le téléphone, c'est qu'on charge l'extrait de vidéo et on peut le faire. Moi, je l'ai fait dans la vraie vie sans être dans la neige. Ça le fait, ça fait flouter autour de la main. C'est un effet pas super, mais Mhm. j'ai trouvé ça amusant comme option. Il y a des options de stabilisation qui sont évidemment avec les caméras d'action super impressionnantes. Il y a un mode qui garde l'horizon toujours à l'horizon. Alors, tu peux faire un tonneau à ta caméra et c'est comme si la caméra n'avait jamais changé de position. Très OK. surprenant. Je tournais la caméra, un tonneau, imagine, on fait rouler sa caméra sur le côté et l'horizon restait toujours à l'horizontale. L'image était ajustée automatiquement. Ça Très, doit donner un très drôle d'effet, ça. impressionnant. Ouais. Et Comme Fred Astaire qui danse tout autour de sa pièce dans son fameux oui, film. Ouais. exactement, tu mets ta Mhm. caméra, tout va rester stable, donc c'est très, très drôle, même si la caméra tourne. Fait que j'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé ça très bien conçu. C'est un beau, beau, beau concurrent à la GoPro, si jamais vous cherchez. La chose qui arrive, c'est qu'elle coûte 549 $. En ce moment, la Hero 11 Black de GoPro, leur caméra haut de gamme, elle est 480. Fait que, Oh! Ah oui, quand donc, même. Pourtant, DJI sont capables de faire des produits bon marché, là, en tout cas qui sont abordables. exactement, Mhm. exactement. Donc, je m'attendais à ce que le prix, évidemment, de la Action 4 est des fois en promotion. On peut probablement la trouver moins chère. Moi, j'ai reçu le Adventure Combo et j'ai trouvé ça fantastique parce que ça vient avec une petite boîte qui permet de recharger 3 piles à la fois. Il y a 3 piles dans le boîtier et ça te permet de charger 3 piles. Et si vous avez une caméra d'action, C'est bien je ça. vous recommande fortement d'acheter plus qu'une pile. Ah oui, Euh, absolument. Même ben chose oui, pour les parce que drones, en fait. Si vous avez un drone, c'est la même exactement, chose. si Ben tu oui. pars, tu es dans la forêt, tu es dans le bois, tu n'as pas de pile, tu es mal pris, à moins d'avoir Mhm. un générateur Blue Ah Yeti oui, ça, c'est pour d'autres charger, choses. mais tu as quand même un temps de recharge de 45, 30, 45 minutes, 1 heure pendant laquelle tu dois recharger tes piles. Avec le Adventure Combo, tu as la petite boîte qui recharge 3 piles à la fois. Tu branches avec un fil USB-C, tu pars, tu as 3 piles, tu peux en utiliser une, il y en a une qui est déchargée, pas de problème. Je trouve ça très, très chouette. Tu peux aussi te procurer un kit waterproof pour aller jusqu'à 60 mètres de profondeur. C'est 100 $ de plus. Fait que c'est un beau, beau, beau concurrent si jamais vous cherchez. Si jamais vous avez beaucoup de drones DJI, vous allez pouvoir vous retrouver dans le même univers avec les applications similaires, Mhm. faire du montage vidéo et tout. Mais encore une fois, c'est peut-être pas tout à fait le concurrent. C'est pas le. Il travaille fort. Mon feeling, à la prochaine génération, ça va être à surveiller. La Osmo Action 5 va vraiment être à comparer avec ce que GoPro fait. Et je le répète, GoPro va lancer sa Hero
12 Ben oui. sous peu. Alors, profitez-en. C'est un marché niché, mais ça, quand même assez important, effectivement. C'est le fun, une caméra d'action, tu ne brises pas ton téléphone. C'est vrai, tu as raison. Merci, Pascal. Ça fait le tour pour nous cette semaine. Ouf, pas mal de stock quand même, mine de rien. Oui, on se retrouve, Alain, c'est toujours plaisant. On va rappeler nos partenaires. Oui. Plan Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogeco qui distribue et diffuse notre podcast. C'est de plus en plus difficile avec les médias sociaux qui coupent les vrais médias. Claude Débert à la mise en onde. Merci, Claude. Alain Mécana, on peut te suivre dans Le Devoir, on peut te suivre dans Info Bref, on peut te suivre partout. Moi, pascalforgette.com, un peu partout. Googlez-moi, j'existe sur les réseaux sociaux. Vrai. Et je considère fortement abandonné X. Je trouve que ça devient... je me sens sale quand je vais... Je pense qu'on devrait avoir une conversation là-dessus parce que X... Threads, qui, semble-t-il, ne décolle pas vraiment non plus après quelques jours d'effervescence. Mais qui lance sa version, Threads lance sa version de bureau, donc on va pouvoir se connecter sans passer par son téléphone. On a Mastodon, on a Blue Sky, on a rendu avec 18 des réseaux sociaux et on ne sait pas trop où les gens se trouvent en ce moment. Tu as bien raison. Et les chiffres de trafic, on le voit quand on est en arrière-boutique avec l'analytique des chiffres, s'en ressent. Il y a un éclatement du réseau social en ce moment, mesdames et messieurs. On ne sait pas où ça s'en va. Donc, à suivre. Belle conversation à avoir. Peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on en reparlera. Parce que là, c'est fini pour cette semaine. On vous souhaite une belle fin de semaine. Une belle semaine en général. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!